présenter beaucoup des primos et des primo-romanciers. C'est une habitude qu'on a beaucoup au Lila. On a un peu le cas inverse aujourd'hui, puisqu'on a la chance d'avoir Hervé Letellier qui a écrit plus de 40 ouvrages qui ne sont pas forcément faciles à qualifier, puisque vous touchez quand même à tous les styles, on vient de le dire. Ce qui vient de nous être présenté, c'est une série de portraits qui est plus effectivement pour un public plutôt jeune, adulte. Vous pourrez aussi avoir à disposition des ouvrages extrêmement différents, mais celui dont on va parler ce soir un peu plus spécifiquement, pour aussi revenir un peu sur toute la carrière d'Hervé Letellier, c'est sa dernière parution chez Gallimard qui s'appelle Conte liquide de Jaime Montestrella, qui est un ouvrage... Jaime Montestrella, pardon. Est-ce qu'on peut revenir sur cet objet qui est vraiment difficilement qualifiable ou... Oh si, c'est assez... Enfin, c'est pas plus inqualifiable que tous les objets qui ressemblent un peu à celui-là, c'est-à-dire ce qu'avait fait Sternberg avec les contes glacés, ce qui peut exister dans les textes de Max Aube qui sont très très courts, tous ceux qui s'intéressent à la forme courte ont à un moment donné été confrontés au projet, ou se sont confrontés au projet d'écrire des formes narratives de quelques lignes et de voir ce que ça donnait. Moi, c'est une forme que j'aime énormément parce que je trouve que ça pardonne rien. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais au moins quand ça ne plaît pas, c'est court. Ça dure 3 lignes, donc ça se lit en 20 secondes, et puis on se dit peut-être que celui d'après sera mieux. Et puis on peut même faire durer l'impatience du lecteur jusqu'à 4 de suite pour qu'il soit content au 5e. Donc voilà, c'est une forme que moi j'aime énormément, qui travaille sur des univers qui sont ceux à la fois... alors c'est jamais du mot d'esprit, parce que justement il n'y a pas de jeu sur la langue, c'est censé être traduit du portugais. Donc il y a très très peu de jeux de mots, il y en a 3 ou 4 qui font appel à de la langue, véritablement. Le reste fait appel à une idée qu'on pousse au maximum de l'absurde et avec laquelle on travaille. Moi, c'est une forme sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, la forme courte, avec les Jocondes, avec les Amnésiques qui ont vécu d'inoubliables. Le libraire qui est là avait vu la forme théâtrale qu'on avait montée au Théâtre du Lucernaire pendant quasiment 2 mois et qui montrait qu'avec la forme extrêmement courte, puisque c'était des réponses à la question « à quoi tu penses ?», on peut quand même faire du théâtre. Voilà, ça peut paraître étonnant d'avoir quelqu'un qui va dire 120 fois « à quoi tu penses » et une personne qui va répondre 120 fois à la question « à quoi tu penses », mais c'est possible de faire malgré tout un objet théâtral avec ça. Donc la logique du cours, c'est une logique que j'ai toujours aimée et qui même... parfois dans des livres comme l'Anomalie, se retrouve. Parce que si on regarde bien l'Anomalie, c'est des nouvelles tressées. Et c'est par rapport à un projet qui était un projet un peu disparate, qui était le traitement de la question de la confrontation à soi, de la réaction par rapport à l'idée du destin, de ce qui bascule dans nos destinées et dans nos existences au bout de 3-4 mois. Si on regarde bien la structure du livre, c'est du court tressé pour faire du long. Et moi, j'aime beaucoup cette dimension chez beaucoup d'écrivains, chez Calvino, j'aime beaucoup les nouvelles de Calvino, chez Kafka, j'aime énormément ce type de traitement. Donc, je me situe assez naturellement dans cet univers-là. Alors, je ne voulais pas dire que c'était inhabituel, ou spécifiquement inattendu, parce que ça prend effectivement la forme de petits contes, presque d'aphorismes. Il y en a 366 qui s'enchaînent. Et on le retrouve régulièrement dans vos œuvres. C'est plus en tout cas sur l'introduction et la manière dont c'est amené, où c'est un petit peu singulier, c'est présenté comme un objet littéraire, où ça pourrait être presque des jeux littéraires plus classiques au XIXe siècle, par exemple. On a souvent ça, ou au XVIIIe, sur le cahier trouvé. Et peut-être qu'on peut, pour ceux qui n'ont pas, qui ne se sont pas encore appropriés l'objet, peut-être le présenter un peu plus. Pour le présenter, il faut en lire quelques-uns. Je crois que ça va faire... Très bien. Non, mais c'est vrai. Voilà. Alors ça, c'est celui que j'avais mis je suis allé récemment au salon du livre et de la culture juive. Et j'avais mis celui-là, je tombe dessus, c'est pour ça que j'y pense. J'avais imprimé, j'avais mis au-dessus de mon petit stand. Et c'était celui-ci. D'après de récentes fouilles dans le Sinaï, effectuées par les archéologues Samuel Herzog et Hans Wassermann, le peuple élu
ne l'a été qu'au deuxième tour et à 53%. Il faut choisir toujours bien les textes en fonction de ça. Dans le contexte, c'était très bien. Voilà. Le conte 410. Sur l'île de Taïroa, le jour du vendredi saint, les cannibales convertis au christianisme ne mangent que des marins. Bon, je ne me moque pas tout le temps des religions. Hein. Il se trouve que je tombe sur ces deux-là. Je tombe sur une troisième. Selon le professeur Friedrich Schwarz, épidémiologiste à l'université de Dortmund, à moins d'un miracle, le petit Jésus a eu la varicelle. Bon, ben, vraiment, je ne sais pas pourquoi je tombe plus sur des trucs religieux, là. En introduction, vous expliquez que vous êtes le traducteur, en tout cas, de ces textes de ces textes qui ont été écrits, écrits en portugais. Vous revenez sur la biographie de l'auteur, en expliquant qu'il appartient aussi à une filiation d'auteurs que vous connaissez bien et qui reviennent aussi tous régulièrement dans vos textes, que ce soit Perec, Queneau, Topor. Est-ce qu'on peut revenir peut-être un peu sur le rapport que vous avez avec ces auteurs et sur pourquoi est-ce qu'ils vous parlent particulièrement et s'il y a des œuvres peut-être d'eux qui vous ont aussi porté, nourri, qui constituent, qui expliquent aussi qu'on les retrouve dans quasiment tous vos textes. Oui, c'est mon panthéon. Bon, c'est vrai. Jaime Montestrella, nom difficile à prononcer. Bon, c'est en fait, j'ai pris Jaime parce que j'aime beaucoup ce prénom portugais, parce que d'abord on dit j'aime, voilà, Jaime, c'est j'aime, même si c'est Jacques, évidemment. Et si Montestrella, si vous traduisez Montestrella du portugais, ça fait Mont de l'Étoile, et si vous traduisez Mont de l'Étoile en allemand ou en yiddish, ça fait Sternberg. Et donc, Jaime Montestrella, c'est Jacques Sternberg. Et des contes glacés, qui avait écrit Jacques Sternberg avec Topor, ont donc donné les contes liquides, qui sont illustrés, on ne l'a pas dit, mais qui sont illustrés par Guy Lefer. Et Patrice est un copain depuis longtemps, et je trouve que c'est le roi du noir. Enfin, c'est quelqu'un qui sait parfaitement utiliser comme forme le dessin noir. Alors ça, en plus, celui-là permet de voir à quoi ressemble mon camarade, Guy Lefer. Et le conte est associé à le dessin est associé au conte. Le président du Guy Lefer Health Institute a tenté de démontrer à ses interlocuteurs policiers, hélas en vain, à l'occasion d'un contrôle routier le 11 juillet 2010 à minuit, que quand il y a 14% d'alcool dans le vin, il reste 86% d'eau, ce qui est tout de même énorme. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur l'Oulipo, justement, le définir pour qu'on comprenne bien ce que c'est ? Ah oui, l'Oulipo, c'est rapide, c'est un groupe de travail international qui compte actuellement, je ne voudrais pas dire des bêtises, mais 42 membres, dont 26 ou 25 sont ce qu'on appelle excusés pour cause de décès. Donc il en reste environ une petite vingtaine, un peu moins, voilà, 17, 18, je ne sais plus exactement, qui sont vivants et actifs. Le dernier qui nous a quittés est Jacques Roubaud. Et on connaît au sein de ce groupe au moins ce qu'on appelle chez nous QPC, Queneau, Pérec et Calvino. Voilà, la bande QPC. Mais évidemment, la notoriété de ces trois ne doit pas faire oublier la fécondité de tous les autres, qui vont de Jacques Bins à Harry Matthews, en passant par Marcel Duchamp, en passant par des gens qui sont très connus, mais pas forcément co-oulipiens. C'est le cas de Marcel Duchamp. Tout le monde le connaît pour l'Urinoir de 1917, mais l'Oulipo, qui a été fondé en 1960, a accueilli un homme de 62-63 ans au sein du groupe, et il est mort en, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 72, après 12 ans d'oulipisme. Donc voilà, ce groupe est un groupe, avant tout un groupe de travail, où on se rencontre tous les mois, depuis la fondation du groupe en 60, ce qui veut dire qu'on en est à la réunion 700e ou un truc comme ça. Je n'ai pas le nombre exact en tête, mais ça fait beaucoup de réunions. Et à chacune de ces réunions, l'ordre du jour fait que non seulement c'est une réunion de travail, mais c'est aussi une réunion de confrontation de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu. Ça s'est déplacé, parce qu'avant c'était des choses lues, mais évidemment avec l'évolution du monde, tout simplement. Ça peut être des choses qu'on a vues sur Internet, ça peut être des choses qu'on a vues voilà, dans tel ou tel univers, qui n'est pas forcément, même des séries. La série Adolescence, par exemple,
qui vient de sortir sur Netflix. On en a parlé parce que c'est une série à contrainte. C'est une vraie contrainte. Je ne sais pas si vous avez vu cette série, mais c'est un plan unique. Et c'est un plan unique de ce qu'on appelle un plan séquence qui dure presque 50 minutes. C'est permis par les techniques aujourd'hui, par les drones, c'est permis par tous les stabilisateurs. Mais de toute façon, de manière générale, la plupart des objets de création sont liés à une technique. Donc on en a parlé. Donc c'est dire à quel point on s'intéresse à plein de choses. Et c'est non seulement un lieu d'écriture, mais c'est aussi un lieu de culture. Mais vous vous retrouvez quand même autour de cette notion de contrainte. Est-ce que c'est des choses où vous partagez des idées aussi de contraintes? Parce qu'il y en a toute une série qu'on peut peut-être lister, enfin, qui sont assez évidentes. Mais il y en a peut-être des plus exotiques que vous avez peut-être découvert aussi au sein du groupe. Oui, enfin, c'est pas compliqué. Depuis le groupe existe, chaque réunion, il y a au moins une contrainte de présenter. Donc ça veut dire qu'on a plus de 1000 contraintes qui ont été présentées. Donc en choisir une, c'est compliqué, mais il y en a qui sont canoniques chez nous. La première contrainte auquel on pense en général quand on parle de l'Oulipo, il y en a 3 ou 4. Mais la première, c'est le lipogramme, la privation d'une lettre pour écrire, c'est ce qu'avait fait Pérec pour la disparition. Mais il peut y avoir aussi des formes qu'on peut appeler combinatoires, comme par exemple ce qu'a fait Queneau avec les 100 000 milliards de poèmes. On a des languettes qui sont au nombre de 14 sur 10 poèmes, ce qui fait 10 puissance 14 façons de lire le poème. Et donc ça fait 100 000 milliards de poèmes. Mais il y a aussi les livres de Calvino, comme par exemple « Si pleure une nuit d'hiver un voyageur », ou un livre de Pérec comme « La vie, mode d'emploi », qui fonctionne sur des cahiers des charges extrêmement précis. L'anomalie fonctionne sur un cahier des charges. Le nom sur le mur, non. Les comptes liquides, tout petit cahier des charges. Moi et François Mitterrand, une seule idée, mais poussée au maximum de l'idée, quand même. Et donc ça, c'est un truc à contrainte. Mais est-ce que cette question de la contrainte, elle vous a toujours, ça a été une des portes d'entrée aussi pour la littérature, ça a toujours été là? Parce que vous avez aussi cette carrière de journaliste qui a été évoquée en introduction, de journaliste scientifique, et pour moi il y a quand même une contradiction très forte entre l'écriture journalistique et le fait d'avoir cette approche de la littérature qui est très ludique, très ludique, mais en même temps très contrainte, très presque scientifique. Enfin, il y a quelque chose pour moi qui est en opposition, comme s'il y avait deux tensions. Ou alors vous voyez l'écriture journalistique comme une forme de contrainte en tant que telle? Non, il y a plein de façons de répondre à cette question. Je vais essayer de répondre de plein de façons. La première chose, c'est que les mathématiques, qui est mon secteur d'origine, est un jeu. Alors je sais que pour beaucoup de gamins, ça n'en est pas un, mais ça c'est la faute de l'étude d'enseignement des mathématiques. C'est un langage, d'abord, et c'est un jeu. Voilà. Et à partir du moment où on accepte l'idée que c'est un jeu, il y a quelque chose de ludique dans la mathématique ou dans la littérature. Et d'ailleurs, la raison d'être de la littérature à contrainte et de l'Oulipo, c'est cette idée que la littérature et les mathématiques sont ontologiquement liées, même étymologiquement liées. Je rappelle que dans toutes les langues, compter, raconter, ça a la même origine. Compter, c'est OMPT, hein, et raconter, ça a la même origine. En allemand, c'est Zahlen, Erzählen. Donc ça dit bien que Zahl, Erzählen, ça vient aussi du chiffrage. Et pourquoi? Parce qu'il y a une dimension importante de mémorisation à travers la rythmique. La musique est aussi très souvent associée aux mathématiques. C'est des choses qui sont quand même très proches sur les questions de séquence, de rythme, de structuration. Est-ce que vous écrivez, ça vous influence aussi directement ou... Je repense toujours à cette phrase de Flaubert. Il écrit à Louise Collet. Et il dit que sur la première phrase de Salammbô, il a passé et c'est un rythme 6-5-7. Hein. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. Donc il détruit tout d'un rythme naturel de la langue. Il dit que pour arriver à ça, il a tout détruit de ce qui lui venait naturellement et qui étaient des rythmes presque des rythmes obligés de la langue française, quoi, dans lesquels, quand on commence à écrire, on fait un peu inconsciemment du décasyllabe ou de l'alexandrin. Et lui, il a tout cassé pour arriver à ça. Quand on a des projets littéraires en tête, on a toujours un peu ça. On a une tendance au ternaire, par exemple. Il faut éviter le ternaire, parce que c'est trop... Quand on le voit, c'est trop évident, quoi. C'est des choses dont on a envie de se débarrasser, puis en même temps, ça nous vient naturellement. Je veux dire, le rythme ternaire, c'est quelque chose que vous trouvez, y compris pour le sémantique, donc ces 3 adjectifs qui vont cerner un objet, qui en fait n'a pas besoin d'adjectif, en théorie.
Comme disait Simenon, je n'utilise pas les objectifs, j'écris des mots en 3 dimensions. Donc ça, c'était très, très prétentieux de la part de Simenon. Enfin, c'était pas ça. On ne peut pas dire que la modestie était son fort. Mais c'est pas grave, c'est quand même un mec assez doué. Donc cette idée de ce que j'appelle le rythme ternaire, c'est ça. C'est des choses qui, quand on regarde un petit peu comment s'organise la phrase ou le paragraphe, il y a 3 choses qui font tenir le truc. Et en fait, c'est pas une bonne idée. Parfois, le déséquilibre n'est pas mauvais, quoi. Donc il y a toute une série de choses qui sont de l'ordre de ce qu'on peut appeler la littérarité, dont il faut se débarrasser dans l'écriture. C'est ce qui est le plus dur, en fait. C'est de se dire qu'on ne va pas écrire un léger larcin ou un menu larcin, mais qu'on va surtout pas mettre le mot larcin, surtout pas mettre le mot menu, et qu'on va mettre un petit vol. Voilà. Non, mais moi, c'est des choses qui m'horripilent dans les romans quand je vois de la littérarité. Hein. Et parfois, ça m'échappe. Hein. Donc, quand je dis que je réécris, c'est que je vois de la littérarité là où je ne veux pas en mettre. Et c'est peut-être en littérature ce qui est le plus dur, c'est d'échapper à des choses qui sont vraiment inconsciemment des clichés, quoi. Voilà. Et Dieu sait s'il y en a, hein. C'est-à-dire que si j'ouvre un de mes livres, je vais en trouver, et ça m'agace. Mais l'idée, c'est de s'en débarrasser en permanence.